Bien, on va commencer. Donc, c'est le dernier cours de cette série et je vais parler de trois choses. Donc, je vais d'abord terminer la section sur les exemples. Donc, la dernière fois, j'avais commencé à expliquer comment construire des exemples assez explicites de solutions de plateaux. Donc, je vais terminer ça. Ensuite, je vais essayer de parler du problème de l'existence de solutions de plateaux non triviales. Et comment, en utilisant des conditions sur le groupe, on peut déduire que les solutions de plateau sont non vides. Et il y aura une dernière partie assez brève sur des questions ouvertes, des questions et des problèmes qui sont liés à ce problème de plateau. Hop. Voilà, donc... Donc, je vous rappelle le cadre du problème parce que ça fait 2 semaines. On s'était donné une variété dimension 3 pour se fixer les idées qui était hyperbolique. Et qui, comme d'habitude, était compacte et orientée. Et on avait considéré donc un espace classifiant pour le groupe fondamental que je vais noter gamma. On a cet espace classifiant particulier qui est localement isométrique à une sphère de Hilbert, qui est construit avec la représentation régulière. Et donc M détermine une classe d'homologie dans le groupe. Et cette classe d'homologie détermine une certaine famille de courants qui représentent cette classe d'homologie. Des courants intégraux, donc de dimension n, qui représentent cette classe d'homologie M. On s'était donné une suite minimisante, c'est-à-dire une suite dans cette famille de courants qui représentent H, telle que la limite du volume de CCI converge vers l'infimum, qui s'appelle le volume sphérique. Au départ défini donc par Besson, Courtois, Gallo. Et par définition, c'est l'infimum des volumes possibles. Hop. Et encore une fois, par compacité, par un résultat de compacité générale, on a une sorte de convergence faible abstraite qu'on va appeler faible intrinsèque vers donc un espace de courant intégral qui est a priori dans un espace de Banach, et on avait vu qu'en fait ça se plonge assez naturellement dans un quotient sphérique, donc un quotient d'une sphère de Hilbert par un groupe de Hilbert. Et j'avais expliqué qu'on pouvait construire ce quotient en prenant une ultralimite. Ce qui n'est pas encore très satisfaisant, c'est qu'on aimerait par exemple prendre ce groupe égal à gamma. On aimerait trouver une action de gamma sur une sphère telle que cette limite se plonge dans un quotient par gamma et pas par un groupe qui est énorme, qui s'obtient par une ultralimite. Mais pour l'instant, je sais faire que ça. Donc on va se contenter de ça, ça va nous suffire. Et donc le théorème que j'avais commencé à prouver la semaine dernière, c'était le calcul du volume sphérique dans ce cas particulier.
qui est donné exactement par le volume donc de M avec la métrique hyperbolique sur 3. C'est un théorème qui se généralise en toute dimension, mais encore une fois, on se fixe les idées et on considère la dimension 3. Alors, et donc rapidement, je vais rappeler l'idée principale de la preuve. Le sens difficile, c'est le sens montrer que le volume sphérique est au moins cette valeur-là. Et l'outil principal, comme je l'avais dit la dernière fois, c'était l'application barycentre. Ce qui se passe, c'est que donc on a le support de CI. CI, c'est donc une sous-variété généralisée de X. Et on a comme ça une application barycentre qui envoie ce support sur M. Donc l'application barycentre est d'une part Lipschitz et d'autre part c'est de degré topologique égal à 1 par construction. De degré topologique 1. Et donc en particulier, ça va être surjectif. Et le point clé, c'est qu'on peut estimer le jacobien de cette application. Le lemme crucial, c'était que le jacobien donc, de cette application barycentre est toujours inférieur ou égal à cette valeur explicite, donc 3. C'est ça. Et donc, si on admet cette inégalité, tout de suite, avec ces données-là, on obtient une borne inférieure sur la masse de CI, c'est-à-dire sur le volume de CI. Et c'est exactement ce qu'on veut. Bon, c'est peut-être utile de rappeler très rapidement ce que c'est que cette application barycentre. Donc, on avait fixé un point dans le revêtement universel, que je vais appeler O. Et donc, l'application barycentre, qu'est-ce que ça fait? Ça envoie un élément de la sphère unité dans L2 sur un point du revêtement universel qui est le barycentre d'une mesure de probabilité. Donc ça envoie F sur quoi? Sur le barycentre des points gamma O, donc l'ensemble des translatés de O, avec comme point F2 de gamma. Donc comme F2, comme F est dans la sphère unité de L2, F2 définit une mesure de probabilité sur le revêtement universel qui est supporté sur les translatés de O. Et si on prend le barycentre de ça avec la distance, la fonction distance, on obtient le barycentre. Donc en particulier la paire F et le barycentre de F. Donc cette paire est caractérisée par F
une fois qu'on a ça, on applique un théorème des fonctions implicites et avec des calculs intelligents, on arrive à cette borne supérieure. Hop. Voilà, donc ça c'était pour le premier sens. Et pour le deuxième sens, donc ça j'en avais pas parlé la dernière fois, ce qu'il suffit de faire, c'est d'exhiber une suite de courants CI tels que la masse des CI va converger vers ce volume. Donc en particulier, il suffit de trouver une suite de plongements psi i qui envoie m à l'intérieur donc de x. Tel que psi i envoie le groupe fondamental de m sur le groupe fondamental de x par l'identité. Je rappelle que gamma, c'est juste le groupe fondamental de M, et donc gamma, ces deux espaces ont le même groupe fondamental. C'est le premier point. Et deuxième point, on veut que le volume de l'image converge lorsque i tend vers l'infini vers l'infimum conjecturé. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Donc ce qu'on va faire pour construire cette application, c'est de construire une application du revêtement universel de M à une sphère unité, donc le S de gamma. Donc pour ce faire, on considère psi indexé par C, qui part du revêtement universel de M à l'intérieur de la sphère unité dans L2. OK, et on aimerait quelque chose d'aussi symétrique que possible. Et donc un choix possible parmi d'autres, c'est de faire la chose suivante. On utilise quelque chose qui va être aussi symétrique que possible, donc symétrique par exemple sphériquement, et on peut prendre cette fonction-là. Alors, distance. Hop. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai pris cette fonction symétrique et j'ai tout renormalisé pour que cette fonction-là retombe bien dans la sphère unité de L2. Donc, je dois vous expliquer ce que c'est que ce C. Ici, C est n'importe quel nombre réel strictement supérieur à 2. Donc, quelle est la signification de 2? C'est égal à l'entropie volumique du revêtement universel. OK. Et en particulier, pour tout C strictement plus petit que 2, strictement plus grand que 2, cette fonction-là va être dans L2. Donc on a le droit de renormaliser. Et pour tout x donc
pour tout c strictement plus petit que 2, cette fonction ne va pas être dans L2. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de prendre c plus grand que 2. Et maintenant, je prétends que cette fonction-là, lorsque c tend vers 2, donc c'est un plongement de m tilde dans cette sphère, donc ça descend en un plongement de m dans x, et je prétends qu'on a bien ça, que le volume des images va converger vers le volume de m avec 1 sur 3 fois la métrique hyperbolique. Comment ? Quelle est la question ? Ah, oui, je crois qu'en c égale 2, ça diverge. Est-ce que c'est correct ? Oui, ok. Donc pour évaluer le volume de l'image, ce qu'on va faire, c'est on va évaluer la norme de la différentielle. Donc on va juste calculer la différentielle de cette application et on va voir que ça va être une homothétie avec un facteur, le facteur qui fait qu'on aura ça. Je commence par dire que par équivariance, on a bien un plongement de m, hein, et en plus, le fait, c'est que lorsque donc c tend vers 0, c tend vers 2, ça converge bien vers ce qu'on veut. Voilà, hop. Donc il faut qu'on calcule la différentielle. On se fixe n'importe quel point dans le revêtement universel et un vecteur unité tangent au revêtement universel basé en x. Du coup, on regarde ce que ça fait et je vais tricher. Je vais dire que ça va être à peu près égal à quelque chose. Donc la différentielle elle-même, c'est une fonction dans L2 qui envoie à chaque gamma quelque chose comme ça. Voilà, donc si on essaie de dériver cette expression-là, on doit dériver le terme d'en haut et aussi on doit dériver la norme. Mais je prétends que la norme, lorsque c est très proche de 2, la norme est quasiment constante et donc cette dérivée ne va pas trop compter dans le calcul final. Donc finalement, tout ce qui compte, c'est la dérivée de ce terme. Et c'est pour ça qu'on a donc cette formule. Du coup, nous, on veut la norme de ce vecteur. Ce vecteur, c'est une fonction L2. Donc, hop. Hop. Et je vais prendre... Donc la norme L2 au carré de cette chose-là. C'est quoi? C'est
Hop. Voilà. Donc lorsque C est très proche de 2, on a cette approximation de la norme de la différentielle. Et alors, donc lorsque C est tend vers 2, ça va tendre vers 1. Et vers quoi va tendre cette somme-là? Je vais dessiner je vais faire un dessin pour illustrer ce qui se passe ici. Donc on a une situation très symétrique en fait. On a le bord du revêtement universel qui est un plan hyperbolique. Et en composant avec une isométrie, dans cette image, on peut supposer donc que x est au milieu. Et ce qui se passe, c'est que donc on a x au milieu et on a les translatés de O. Pour chaque translaté de O, donc gamma O, on considère le gradient de la distance de gamma O à x. Donc ça donne un certain vecteur unité. Et nous, d'autre part, on a donc fixé un certain vecteur unité en x. Hop. Et lorsque, en fait, par symétrie, lorsque c'est envers 2, cette partie-là va s'étaler de plus en plus uniformément sur le plan hyperbolique à l'infini. Et donc, on est en train de faire une moyenne de produits scalaires au carré et on somme sur ce type de gradient. Mais ces gradients-là vont s'étaler de manière uniforme, de plus en plus uniforme lorsque c'est tend vers 2. Et environ égal à la moyenne du carré d'un produit scalaire pour U donc basé en x et de norme 1. Donc ça, c'est vraiment dû aux propriétés de la métrique hyperbolique. Et cette moyenne-là, ça se calcule, ça va être 1 sur la dimension, donc 1 sur 3. Voilà. Hop. Ça converge vers quoi? Ça converge vers 1 sur 3. Et une fois qu'on a cette limite, on en déduit la convergence des volumes. Et c'est tout. Voilà, donc ça termine la preuve du théorème de Besson-Courteau-Gallo. Est-ce qu'il y a une question sur la preuve ou l'énoncé? Ce qu'on a fait, donc, c'était calculer la valeur numérique de l'invariant volume sphérique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller un pas plus loin. Puisque le volume sphérique correspond à ce problème de plateau où on peut prendre une limite géométrique,
ce qu'on aimerait dire, nous, c'est que la géométrie de la solution plateau est aussi donnée par la métrique hyperbolique, essentiellement, et pas seulement l'infimum des volumes des CI. Hop. Donc je vais écrire l'énoncé, c'est que donc le théorème, c'est que pour tout choix d'une solution de plateau, en fait, si on considère le support de C infini, c'est un espace métrique, et si on considère la métrique intrinsèque, ça c'est isométrique à ce qu'on veut. Donc comment va marcher la preuve? La preuve va combiner deux choses. D'une part, bien sûr, l'application barycentre, qui était si importante dans la preuve précédente, mais aussi la convergence des courants vers C infini. Il faudra comprendre comment convergent les courants CI vers C infini pour pouvoir utiliser l'application barycentre. Okay. Donc si on simplifie les choses et qu'on essaye de faire une preuve un peu idéalisée, ce qui se passe, ce qu'on aimerait avoir, c'est la chose suivante. On a d'une part les supports des CI qui... Enfin, les CI convergent en un sens donné vers C infini. Bon, ça, c'est la donnée initiale. Et d'autre part, on sait que l'application barycentre est très utile, ça a de bonnes propriétés sur le jacobien. Donc ce qu'on aimerait dire, c'est on croise les doigts et on construit une application limite que je vais appeler barycentre infini, qui part cette fois-ci donc du support de la limite et qui arrive dans M. Hop. Et donc on aimerait ensuite étudier cette application limite. Alors pourquoi est-ce que ça pourrait potentiellement être utile ? Donc, okay. Donc en fait, dans le lemme sur la bande supérieure sur le jacobien, ce n'est pas juste une norme, c'est aussi un résultat de stabilité de l'inégalité. Je rappelle que l'inégalité elle-même, elle s'écrit comme ça. Mais en plus, ce qui prouve, c'est que cette inégalité est stable au sens suivant. Si le jacobien du barycentre en un point F est proche de cette valeur optimale, alors la différentielle de bar en F' est proche d'une homothétie, donc l'homothétie à laquelle on s'attend. Ici c'est 2. Pour toute F' proche de F. Ce que ça veut dire, c'est que
si en un point, le jacobien est très proche de cette borne optimale, et ben, dans un voisinage de ce point, la différentielle, et pas juste le jacobien, la différentielle du barycentre, c'est très proche d'une isométrie. En particulier, dans cette situation hypothétique où on a pu étendre le barycentre sur la limite, bah, ça devrait saturer cette inégalité. Puisque donc, on est en train de minimiser le volume, et une remarque, c'est que donc, la masse, le volume de C infini est plus petit ou égal, a priori, au volume, au volume sphérique. Ça découle de la semi-continuité inférieure de la masse vis-à-vis de la convergence faible intrinsèque. Donc, on a ça, on a d'autre part ce résultat de stabilité, donc on espère que dans la limite, en fait, cette application barycentre infini sature presque partout cette inégalité, et en particulier, presque partout, la différentielle de cette application limite, c'est juste une homothétie. Une fois qu'on a ça, on peut raisonnablement penser que ça va induire une isométrie si on considère les bonnes métriques, puisque la différentielle est une homothétie partout. Donc pour une telle application barre infinie, on aimerait qu'elle satisfasse plusieurs propriétés. Elle devrait satisfaire donc que le jacobien de barre infinie est exactement égal à cette valeur explicite presque partout sur le support de C infini. Et donc entre guillemets, d'après ce théorème de stabilité, on devrait avoir que la différentielle est presque partout l'identité, presque partout. Et en plus, comme c'est une limite d'application de degré 1, on aimerait que ça soit une application de degré 1. Degré 1. Voilà, donc on a ces bornes optimales, et en plus, je rappelle que le volume total de la limite est inférieur ou égal à ce volume. Donc en rassemblant ces trois éléments plus cette remarque, on obtient que donc, barre infinie doit être une isométrie pour les métriques intrinsèques. Est-ce qu'il y a une question sur l'intuition ici ? Donc si une telle application barre infinie existe, on dirait que barre est une isométrie pour les métriques intrinsèques. Voilà, par exemple, si on se place dans un exemple simple où on a une variété fermée avec une application qui donc préserve le volume,
est telle que la différentielle en chaque point est une homothétie, alors forcément c'est une isométrie riemannienne. Donc ça, c'est juste une généralisation de cette propriété-là. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est d'essayer de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on peut construire une telle application barre infinie. Voilà, donc a priori, on a cette convergence assez faible. Et maintenant, je vous rappelle que la dernière fois, on avait parlé d'un théorème d'amélioration de la convergence. On peut améliorer cette convergence, quitte à modifier un tout petit peu les CI, mais pas aussi infini. Donc, je vais réécrire ce théorème. Comme ça sera clair pour tout le monde. On a un résultat d'amélioration de la convergence. De CI vers C infini. Donc, ce que ça disait, c'était que quitte à changer les CI, mais pas la limite C infini, on pouvait se débrouiller pour avoir la chose suivante. Donc, il existe un espace de Banach qui va tout contenir. En particulier, ça contient le support de C infini. Et il existe des plongements isométriques du support de CI vers Z, donc isométrique. Et tel que, si on considère l'image des structures courantes, ça va converger tout simplement vers C infini au sens faible usuel. Donc il n'y a pas besoin de dire faible intrinsèque, puisque maintenant on est déjà tout contenu dans un espace de Banach. Donc on a ça d'une part. Et d'autre part, si on se restreint à certaines régions donc, du support des CI, ça va converger au sens de Hausdorff. Donc d'autre part, si on se fixe n'importe quel cas positif, un entier positif, donc l'image par phi des supports de la restriction de CI à la partie 1 sur K large, je vais rappeler la définition plus tard, ça converge au sens de Hausdorff dans Z vers un sous-espace compact que je vais noter xk infini qui est contenu dans le support de C infini. C infini. Donc là, il y a en fait deux énoncés. Premier énoncé, si on se restreint à un sous-ensemble du support, ça converge au sens de Hausdorff. Et deuxième énoncé, la limite des supports est contenue dans le support de la limite. Donc il n'y a pas d'annulation. Donc cette notation, ça veut juste dire la restriction de CI, de ce courant CI, à la partie 1 sur K large de l'espace ambiant. Donc, restriction du courant CI à la partie où le rayon d'injectivité est strictement supérieur à 1 sur K à l'intérieur de l'espace classifiant X. Et j'avais expliqué dans la deuxième séance que ça se prouvait avec une variante du principe variationnel de Ekeland, ce genre de choses.
Donc retournons à l'extension de barre. Retour à barre infinie. Du coup, maintenant, ce qu'on a déjà, c'est bien sûr l'application barrissante qui part du support de CI, en particulier qui part du support de ce sous-ensemble vers M. Donc on vient de voir qu'on peut se débrouiller pour que cette partie-là converge au sens de Gromov-Hausdorff. Et donc on aimerait l'étendre avec une sorte de théorème de Arzela-Ascoli. Et donc pour que ça soit possible, pour que cette extension-là soit possible, en utilisant Arzela-Ascoli, il faudrait, ça serait bien d'avoir une borne uniforme sur la constante de Lipschitz de Barre. Et ça, ce n'est pas trivial, puisque, a priori, ces applications barrissantes, tout ce qu'on sait d'elles, c'est qu'elles ont une borne supérieure sur le jacobien, mais pas sur la différentielle. Mais ce qui nous sauve, c'est que on sait que le jacobien va presque partout converger vers la valeur optimale, et on avait vu dans le résultat de stabilité de Besson-Courtagallo que ça voulait dire que la différentielle du barycentre était proche d'une homothétie. En particulier, la constante de Lipschitz va être contrôlée de façon uniforme. Pour construire ça, pour construire cette limite, on veut une borne de Lipschitz sur qui est indépendante de I. Et voilà, donc oui, merci. Hop, merci. Donc ce sous-ensemble du support. Et voilà. Donc pour ce faire, comment expliquer ça? Donc on a le lemme de stabilité que j'ai effacé, mais je vais dire la chose suivante. Donc en fait, comme la masse de CI tend vers le volume sphérique, donc on sait ce que c'est, et comme le jacobien partout est moins que cette valeur-là, ça veut dire que presque partout, le jacobien va devoir converger vers cette valeur, puisque cette inégalité veut dire que ça, c'est plus grand ou égal à la limite. Donc c'est pour ça qu'on peut trouver un domaine mesurable, sous-ensemble mesurable du support de CI. Bon, là, j'oublie le 1 sur K, ce n'est pas important ici, tel que oméga i prend quasiment la place de tout le support de CI. Donc
en particulier, le volume de oméga i, ça va tendre comme le volume de CI vers cette limite. Hop. Et donc sur oméga i, en plus, on a que le jacobien tend vers cette valeur optimale. On peut se débrouiller pour trouver un tel sous-ensemble mesurable oméga i du fait de ces deux choses-là. Donc le lemme de stabilité va nous dire que, puisque le jacobien est proche de cette valeur, la différentielle de barre est proche d'une homothétie dans un voisinage de oméga i. C'était ça que disait exactement le lemme de stabilité. Donc dit que est proche ou converge vers une homothétie sur un voisinage métrique de oméga i. Voilà, et donc ça c'est quasiment suffisant en fait, parce que une fois qu'on sait que d bar, que la différentielle du barycentre est proche d'une homothétie sur un ouvert, comme ça, qui a un voisinage de oméga i, en particulier, c'est uniformément Lipschitz. Donc en particulier, voisinage de gamma à M est uniformément Lipschitz. Et une fois qu'on a cette constante de Lipschitz uniforme, on peut étendre à xk infini par Arzela-Ascoli. On peut étendre xk. Donc il y a des choses, il faut faire attention à certaines choses. Par exemple, là, je n'ai pas été très rigoureux quand je dis proche. Il faut quantifier tout ça et il faut voir ce que ça signifie. Mais au final, c'est vraiment, on obtient avec ce lemme de stabilité une constante uniforme de Lipschitz et on utilise Arzela-Ascoli. On obtient barre infinie. Donc du coup, on répète ce procédé pour chaque cas. Et on obtient, donc cette fois-ci, en fait, une application limite qui va de l'union sur tous les cas de ces xk. Et donc cette union, je rappelle que c'est un sous-ensemble, en général strict, du support de C infini.
Et une fois qu'on a ça, en fait, il y a un argument non trivial qui démontre que dans ce cas particulier, cette union des limites de Gromov-Hausdorff est en fait égale à tout le support. Donc tout le support est contenu en fait dans cette union des xk infinis. En général, c'est faux, mais ici, c'est vrai. Donc, c'est un argument un peu long, donc on montre que ici, on a de la chance, le support de toute la limite est en fait égal à ces morceaux qui sont des limites de Gromov-Hausdorff. Voilà. Donc l'intuition pour ça, c'est que si on suppose que pour des cas extrêmement grands, le xk infini est non vide, bah, ça veut dire qu'il y a des morceaux de CI qui sont dans la partie 1 sur k fine, avec k tendant vers 0. Donc c'est dans la partie où le rayon d'injectivité de l'espace ambiant est plus petit que 1 sur k. Mais comme par ce lemme de stabilité, on aura des points. Si c'est un ensemble, on suppose qu'il y a un morceau avec un volume non trivial qui s'échappe dans la partie 1 sur k fine avec k tendant vers l'infini. Donc ça a du volume, mais en plus on sait que donc le jacobien presque partout ça tend vers la valeur optimale, donc la différentielle presque partout tend vers une homothétie. Donc on aurait par exemple un morceau de CI ici, hop, qui sur K, mais on aurait aussi donc une application de barre sur M. Et comme le rayon d'injectivité ici est plus petit que 1 sur K, on aurait un petit lacet, donc ici de longueur plus petite que 1 sur K, ça serait envoyé par l'application barycentre sur un petit lacet dans M. Encore une fois, presque partout, on a ces bornes sur les constantes de Lipschitz. Ça voudrait dire que l'application bar envoie ce petit lacet sur un lacet qui est toujours très petit dans M. Et donc lorsque K tend vers l'infini, ce lacet a une longueur qui tend vers 0, on aurait un lacet dans M de longueur tendant vers 0. Et ce lacet est non trivial puisque l'application barycentre envoie le groupe fondamental de ça sur le groupe fondamental de M. Donc ça, c'était un peu l'intuition pour dire que on ne peut pas avoir un gros morceau avec du gros volume de CI qui s'échappe dans la partie 1 sur K fine avec K tendant vers l'infini. Parce que en utilisant l'application barycentre, la variété de base n'a pas des lacets non triviaux de longueur arbitrairement petite, puisque c'est une variété compacte. Bref, ça c'était une petite intuition, mais ce qui est important pour nous, c'est qu'on a bien cette application qui va du support de toute la limite sur M, et en plus, on sait que cette application, elle préserve le degré topologique, elle est toujours Lipschitz avec les mêmes constantes de Lipschitz. Par contre, on sait aussi que puisque le volume total de C infini est optimal,
La borne sur le jacobien est optimale presque partout, donc le barycentre infini a comme différentiel une homothétie presque partout, et donc on déduit que c'est une isométrie pour les métriques intrinsèques. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ces arguments? Donc pour résumer, il y a vraiment deux grosses étapes dans la preuve. La première étape, c'est comment construire barre infinie. Et la seconde étape, c'est comment utiliser les propriétés de barre infinie, dire que barre infinie, pour déduire que barre infinie est une isométrie. Donc pour la première étape, pour étendre, donc pour construire barre infinie, il fallait comprendre comment les CI convergent vers C infini. Et la seconde partie, c'est comprendre les propriétés de barre infinie grâce aux propriétés connues de l'application barycentre. Ça marche en toute dimension? Oui. Pour tous les rangs 1? Oui. Oui. Effectivement. Voilà, donc ça c'était le cas des variétés hyperboliques. Et il se trouve qu'on peut généraliser ça aux variétés dimension 3. Les points clés pour le cas de la variété hyperbolique, c'était d'avoir une métrique modèle qu'on conjecture comme étant la métrique optimale, qui est la métrique hyperbolique, et on a une application qui est superbe, qui est l'application barycentre. Alors dans le cas des variétés dimension 3, il se trouve qu'on a aussi un tel modèle et aussi une telle famille d'applications barycentre. Donc ça, je vais l'écrire comme une longue remarque. Des trois variétés, compactes orientées. Donc on veut, en fait, on veut un espace métrique modèle sur lequel on aimerait envoyer les éléments de l'espace classifiant, un espace modèle. Le rôle de la métrique hyperbolique. Et donc ce modèle, ça a été construit en fait par la combinaison donc, des travaux de Lieb, Souto et Pironi. Si je ne me trompe pas. Donc en gros, on a une variété de dimension 3 et on aimerait mettre une sorte de métrique modèle sur cette variété dimension 3. Donc ce qu'on aimerait faire, c'est tout simplement prendre la partie hyperbolique, mettre la métrique hyperbolique dessus. Donc en général, ce qu'on aimerait faire, ce serait ignorer tout ce qui n'est pas dans la partie topologiquement hyperbolique. Hop, on ignore. Et donc on a ça. Et on aimerait avoir, là c'est M. Hop. Donc ce qu'on aimerait faire idéalement, c'est avoir une application barycentre qui part donc
de l'espace classifiant et qui arrive dans la partie hyperbolique de M, munie de sa métrique hyperbolique. Le problème avec ça, c'est que la partie hyperbolique n'est pas compacte et aussi le groupe fondamental de la partie hyperbolique est plus petit en général que le groupe fondamental de M en entier. Donc, ce n'est pas si évident à faire. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils considèrent une suite d'applications barycentres telles que l'espace d'arrivée n'est pas exactement égal à ça, mais ça va converger, par exemple au sens de Gromov-Hausdorff, vers la partie hyperbolique avec la métrique hyperbolique. Donc, il existe hop. Converge au sens Gromov-Hausdorff avec plusieurs points de base vers la partie hyperbolique. Hop. Et avec toutes les bonnes propriétés du barycentre, en tout cas lorsque I tend vers l'infini. Avec... Non, ouais. C'est... alors... non, en fait, c'est vraiment une métrique sur M. Par exemple, si M est irréductible, on a, oui, comme tu le dis, enfin, effectivement, on a peut-être ça, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils construisent une métrique qui est à courbure négative ou nulle et qui est hyperbolique sur une grosse partie de la partie hyperbolique. Et ça, mais ça reste connexe. Et ils utilisent ça comme un modèle pour la projection de barre, et ensuite, ça va tendre vers l'infini, et on aura dans la limite plus que les parties hyperboliques avec la métrique hyperbolique. Et donc le fait qu'une telle métrique à courbure négative ou nulle existe, c'est un théorème de Lieb. Oui. Comment tu peux envoyer quelque chose de... Donc, par exemple, dans ce cas précis, c'est quoi l'image? L'image, ça va être... Ouais, ici, l'image, ça va être exactement ça, l'ensemble. Donc, on a un cycle qui représente M, et ça va être envoyé sur l'ensemble de ce truc, qui est connexe. Enfin, la courbure ici est nulle, mais comme on essaye voilà, on fait tendre la métrique ici sur un ensemble de plus en plus gros vers la métrique hyperbolique, de même ici. Et en fait, puisque dans l'application barycentre et son utilisation, en fait, on ne s'intéresse qu'aux points, par exemple, qui sont projetés ici. Donc le volume de ce qui est en haut est au moins égal au volume de ce qui est en bas, donc au moins égal au volume d'ici plus le volume d'ici. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc on a des bonnes bornes sur le jacobien de barre I. Lorsque I tend vers l'infini,
asymptotiquement, on obtient les bornes sur le jacobien dont on a l'habitude avec l'application barycentre usuelle. Et donc, je ne vais pas donner les détails, mais les principes sont les mêmes. On a, cette fois-ci, non pas un espace modèle, mais une suite d'espaces modèles qui convergent vers le vrai, le réel espace modèle. On peut donc construire dans la preuve une application barre infinie qui va du support de C infini vers, en fait, le modèle final qui peut être disjoint, non connexe. Voilà. Ok. Donc, est-ce que vous avez des questions? Sinon, je vais changer de sujet. Oui. Ouais. Oui. En fait, donc M, ça va être. Bon, il y aura des composantes irréductibles. Et ensuite, pour chaque composante irréductible, on regarde sa décomposition JSJ. S'il y a une partie dans cette décomposition qui est hyperbolique, alors par lib, il existe toujours ce type de métrique avec courbure négative ou nulle. Donc si M1 contient une partie, donc ça c'est une bonne remarque, une partie JSJ qui est hyperbolique, alors par lib, il existe G1 sur M avec courbure négative ou nulle, premièrement, et deuxièmement, ce qu'observe Souto et Pironi, c'est qu'en adaptant un peu la construction, on peut faire en sorte que sur la partie hyperbolique, ça soit quasiment la métrique hyperbolique, sur un ensemble très grand. Et par contre, si M2, par exemple, ne contient aucune partie hyperbolique, on l'ignore, puisque de toute façon, ça ne va pas jouer un rôle dans le volume sphérique. Donc ça ne nous dérange pas. Si par exemple, de partie alors M2 est négligeable. Par exemple, le volume sphérique de M2 est nul. Voilà, donc. Voilà, donc ça, c'est un exemple où on peut utiliser une application barycentre pour nous aider à identifier la limite C infini. Donc je ferai une petite remarque, c'est que dans le théorème, là, C infini, on peut montrer que la métrique intrinsèque est effectivement donnée par la métrique hyperbolique sur 3, mais je ne sais pas montrer, par exemple, que la métrique extrinsèque qu'on obtient sur cet espace métrique est unique. Voilà. Donc j'aimerais passer à un autre sujet maintenant qui est l'existence. Le problème d'existence. Et ça va être plus relié à des propriétés du groupe lui-même. Qui est solution de plateau, c'est infini, et on veut, ça existe toujours, mais on veut que ça soit pas le courant nul.
Donc, du fait de la présentation en fait, de ce problème de plateau, je pense que c'est maintenant assez clair que le terrain de jeu naturel, ce n'est pas forcément les variétés compactes orientées, mais c'est plutôt les données d'une paire, un groupe dénombrable, avec une classe homologique. Et maintenant, la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est sous quelles conditions, disons, algébriques ou combinatoires sur le groupe, est-ce qu'on peut obtenir à la fin un C infini qui est non nul? La question, c'est quelles conditions sur la paire gamin H garantissent hop, qu'on ait une solution de plateau non triviale toujours. Et ça, cette question, ça s'inscrit dans un thème classique que je vais décrire maintenant, qui est le thème de prouver que certains invariants sont strictement positifs à partir de conditions combinatoires sur le groupe. Donc les premiers résultats de ce type-là remontent à il y a 40 ans, par exemple, je pense. Et ce thème, c'est trouver des conditions sur cette paire pour qui implique que des invariants géométriques soient strictement positifs. Voilà. Et par invariant géométrique, par exemple, j'entends le volume simplicial, bon, c'est un volume topologique, hein. Volume simplicial. Le volume sphérique, l'entropie volumique minimale, le volume systolique, etc. Et à chaque fois, le but du jeu, c'est de trouver des conditions intéressantes sur le groupe pour montrer que l'invariant correspondant est strictement positif. Et un exemple typique de ce genre de choses, c'est par exemple Thurston et Gromov avaient montré que si par exemple gamma, c'est le groupe fondamental d'une variété à courbure strictement négative, H étant la classe fondamentale de la variété, et ben, le volume simplicial va être strictement positif. Et bon, je vais écrire des noms. Et par exemple, une fois qu'on sait que le volume simplicial est strictement positif, il y a un argument général pour montrer que le volume sphérique est strictement positif. Ça, c'est du à Besson-Courtois-Gallo. C'est un fait général que si le volume simplicial est strictement positif, on n'a que la stricte positivité de l'entropie volumique minimale. Et donc, sur ces invariants-là, il y a des résultats, encore une fois, plus récents de Babenko et Saburo. Pour le volume simplicial, j'aimerais aussi évoquer un théorème de Mineyev qui généralise donc ce que j'ai dit de Thurston-Gromov, qui dit que en fait, si le groupe est, par exemple, sans torsion et hyperbolique, on se prend une classe d'homologie de dimension plus grande de 2, ça va être, le volume simplicial va être strictement positif.
Donc c'est une généralisation du théorème de Thurston-Gromov en théorie des groupes, quoi. Lineyev. Voilà. Donc ça, c'est le contexte de la question que j'ai posée là-bas. Et en gros, il y a des conditions qui intuitivement sont des conditions de largeur sur le groupe et qui impliquent des conditions de largeur sur la géométrie ou la topologie. Alors, qu'en est-il de notre question? Une difficulté. Donc nous, on veut faire un pas plus loin, on veut dire, OK, on a la positivité stricte de certains invariants, mais aussi, on aimerait obtenir, dans certains cas, le fait que les limites géométriques qu'on obtient soient non vides. Et la difficulté pour moi qui était principale, c'est que je ne sais pas montrer, par exemple, que la stricte positivité de ça implique l'existence d'une solution de plateau non nulle. En particulier, je ne sais pas si on a cette implication, bizarrement. Alors qu'en dimension finie, par exemple, ça c'est toujours vrai, c'est pas trop difficile à montrer. Par compacité, si l'équivalent, l'analogue du volume sphérique est strictement positif, on prend une limite et on a quelque chose qui atteint, donc, dont le volume est égal à cet invariant et on a un objet non trivial. Mais ce n'est pas forcément vrai, a priori, dans ce cadre infini où on doit prendre des limites au sens de la convergence faible intrinsèque. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être vrai, mais malheureusement, je ne suis pas capable de donner un contre-exemple ou une preuve dans un sens ou dans l'autre. Voilà, ça c'est la difficulté. Donc il faudra un argument plus direct. Donc on trouvera une condition standard ici et un argument direct pour montrer que le C infini n'est pas zéro. Et donc la stratégie, ça va être quoi? Ça va être encore une fois, ça va se baser sur le théorème d'amélioration de la convergence. Donc comment montrer que c'est infini et non zéro? Une façon possible de le faire, c'est d'utiliser donc le théorème d'amélioration. De la convergence de CI vers C infini. Donc, si on pouvait montrer que pour un cas strictement positif, pour tout courant qui représenterait la classe d'homologie H, le support de la partie 1 sur K large était non vide, on aurait gagné. Donc si on pouvait montrer ce truc, alors d'après le théorème d'amélioration, on sait déjà que par le théorème d'amélioration, donc ça converge au sens de Gromov-Harzor vers un truc qui est du coup non vide. Et en plus, la limite est à l'intérieur du support de la limite. Donc, en particulier, C infini sera non trivial. Donc ça, c'est la stratégie et c'est le truc le plus direct auquel on puisse penser. Du coup, le but du jeu, ça va être de trouver des conditions sur le groupe qui
qui garantissent qu'on ait ça, quoi. Que pour n'importe quel courant qui représenterait H, la restriction de C à la partie 1 sur K large est non vide. Oups. 1 sur K dans l'espace classifiant. Du coup, cette question se traduit en une question de comment comprendre la partie 1 sur K fine de X, cette variété de Hilbert. Donc il est utile d'essayer de comprendre cette partie fine. Delta petit. Et les résultats qui concernent ce genre de parties fines en géométrie riemannienne, ça s'appelle des théorèmes du type lemme de Margulis. Je vais rappeler un peu ce qui se passe pour le lemme de Margulis en dimension finie. Donc en dimension finie, qu'est-ce qui se passe avec le lemme de Margulis ? Donc, ça s'appelle lemme de Margulis, mais pour l'énoncé que je vais donner ici, c'est dû aussi à Kajdan, je pense. Je ne suis pas totalement sûr, mais bon, le théorème dit la chose suivante, dans sa version la plus simple. Donc, si on a une variété hyperbolique de dimension n, et qui est compacte, donc il existe un delta n strictement positif qui dépend que de la dimension, telle que la partie delta n fine de x est très bien comprise. Quelle que soit la composante connexe de la partie delta fine, R est simplement un voisinage tubulaire d'une géodésique de petite longueur. Et un voisinage, c'est égal à un voisinage tubulaire d'une géodésique fermée de longueur toute petite. Des longueurs delta. Voilà. Du coup, ça veut dire que l'espace ambiant peut être très compliqué, avec beaucoup de topologies partout, mais si on se restreint à la partie où le rayon d'injectivité est suffisamment petit, finalement, la topologie est triviale, parce que, en particulier, le groupe fondamental engendré par cette partie-là, c'est des groupes cycliques. En particulier, donc ça, c'est l'image par l'inclusion du groupe fondamental dans le groupe fondamental ambiant. Ça, c'est un Z. Voilà.
Et ça se généralise complètement. Voilà. Donc ça a été très largement généralisé par plusieurs personnes et j'aimerais évoquer par exemple Shiger, Gromov, Fukaya, Gromov. Donc ici, ça parle de variétés hyperboliques et leur théorème, leur série de théorèmes concerne les variétés telles que la courbure sectionnelle est entre -1 et 1. Mais l'idée, l'idée de l'énoncé de ces théorèmes est la même, c'est-à-dire que si on considère la partie fine, localement, les groupes fondamentaux engendrés par les petits lacets sont petits. Bon, ça ne va pas être Z, mais ça va être virtuellement nilpotent, par exemple. Il y a qui d'autre ? Il y a d'autres théorèmes de ce type dus à d'autres personnes pour des conditions de plus en plus faibles. Et, okay. Voilà. Toujours avec l'idée que localement, le groupe fondamental des parties delta fines est très simple. Enfin, est simple, quoi. Et ce qu'on aimerait dire, c'est, bon, ok, ici on a un espace classifiant, c'est une variété de dimension infinie, mais la courbure sectionnelle de ça, c'est 1 partout. Donc on pourrait se dire naïvement que, puisque c'est la courbure sectionnelle bornée en fait constante, peut-être que la partie fine serait en général aussi décrite par des théorèmes généraux pour les variétés avec une courbure sectionnelle entre -1 et 1. En fait, ce n'est pas du tout vrai. Donc, une remarque à tenir en compte, c'est que avec un tel niveau de généralité, ça ne peut pas se généraliser en dimension supérieure. En dimension infinie. En particulier, il existe un groupe gamma prime tel que, on est la chose un peu bizarre, qui suit donc tel que pour tout donc pour tout delta prime positif, il existe une petite boule, une boule métrique donc de rayon delta prime à l'intérieur de cet espace classifiant qu'on considère comme d'habitude. Et en fait, si on considère l'image du groupe fondamental de cette petite boule à l'intérieur donc de gamma prime, ça contient un groupe libre sur 2, F2, un groupe libre à 2 éléments. Donc pour ceux qui connaissent, ce gamma prime, on peut le prendre comme un groupe de Bohm-Slack-Solitar. Et faut voir, ça découle des travaux de Ozin et d'autres personnes. Mais
tout ça pour dire que bon, il existe en général plein de groupes pour lesquels on regarde ce que génèrent les petits lacets dans un tout petit voisinage, aussi petit qu'on veut, ça contiendra toujours un groupe libre. Mais bon, c'est pour des groupes qui sont particuliers. Nous, on veut trouver d'autres groupes particuliers pour lesquels ce genre de propriété n'est pas possible. Parce que, encore une fois qu'on aura une compréhension de la partie fine, on pourra montrer l'existence d'un C infini non zéro. Bon. Là, dans Margulis, en hyperbolique, je ne me souviens plus, mais je pense que la constante de Margulis va tendre vers 0 avec la dimension. Oui. Et est-ce qu'on pourrait pas justement un petit peu prendre pour gamma un petit peu hyperbolique là, oui, dans le cas hyperbolique, ça sera justement... donc prendre une sorte de limite de groupe hyperbolique. Si, c'est ça que je voulais dire. D'ailleurs, je crois qu'il y a des travaux de Ozin qui parlent de ça, mais je ne suis pas du tout familier avec ces travaux, malheureusement. Il prend des sortes de limites de groupe hyperbolique, mais avec des constantes plus en plus mauvaises pour un certain truc. Et je crois qu'il obtient des groupes ayant ce genre de propriétés bizarres. Mais je ne suis pas sûr du tout de ce que je viens de dire. Ça s'appelle Weakly Amenable, faiblement moyennable. Donc c'est faiblement moyennable au sens de Ozin. Et donc il y a un autre groupe de personnes qui ont défini essentiellement la même notion, mais ils l'ont appelée non moyennabilité non uniforme. Bon, mais ça revient essentiellement à la même notion. Ouais. Mais du coup, pour les groupes hyperboliques, ça ne sera pas possible. Et j'aimerais un peu expliquer pourquoi, parce que c'est des arguments qui sont simples. Alors, donc le lemme de type Margolis, ça va être si par exemple gamma, c'est le groupe fondamental d'une variété à courbure strictement négative, fermée, compacte, voilà. Ou plus généralement, bon, pour ceux qui savent, si gamma est hyperbolique sans torsion, avec h différent de 0, n plus grand que 2, alors la partie fine donc, de x, donc quelle que soit composante connexe R, cette fois-ci, de dans X, tel que on prend le π1, on prend l'image de π1 à l'intérieur de gamma, bah ça va être un groupe cyclique.
Donc il existe un delta qui dépend que du groupe, tel que quelle que soit la composante connexe. On a exactement ce qu'on avait dans le théorème là pour les variétés hyperboliques. Voilà. Et je vais présenter l'argument principal. Ça ne va pas tout prouver, mais ça va prouver quand même 80% de ce LAN. Donc, simplifier, on veut montrer la chose suivante. On veut, donc, supposons qu'on ait un delta très petit, qu'on ait une boule donc dans cet espace ambiant classifiant et qu'on ait deux lacets inclus dans X avec donc lacets A et B tels que donc, des lacets non triviaux topologiquement, non triviaux topologiquement et qui en plus ont comme longueur une longueur toute petite. Et ce qu'on aimerait montrer, c'est un cas particulier du lemme. On voudrait que le groupe engendré par A et B, ça soit un groupe cyclique. N'est-ce pas? Ça serait un cas particulier. Ça c'est impliqué par le lemme. Hop. Donc on traduit un peu ce que ça veut dire en passant au revêtement universel. Donc ces trois éléments correspondent respectivement, dans le revêtement universel, à une fonction x tilde dans la sphère unité, n'est-ce pas? On a un relevé, on prend un relevé, on prend et A et B correspondent à des éléments du groupe. On peut identifier en fait A et B avec des éléments du groupe. Et en plus, cette condition sur la longueur, ça veut juste dire que l'image de cette fonction x tilde par l'élément A tilde est très proche du point de départ. Là, il y a peut-être une constante. Bon. B tilde n'est-ce pas? Voilà. Et maintenant, il faut utiliser donc les propriétés de ce type de groupe. Donc, je vais vous donner les propriétés qu'on va utiliser. Il y a un premier théorème qui est dû à Gromov, qui a été corrigé par Delzan. La preuve a été corrigée. Ensuite, je crois que la preuve de Delzan a été corrigée par quelqu'un d'autre. Pardon. Qui dit la chose suivante, il existe un entier qui dépend que du groupe, donc tel que ce sous-groupe engendré est libre. C'est le groupe libre
engendré par ces deux éléments. Et ce qui est important ici, c'est vraiment que cet entier-là ne dépend que du groupe, et pas de la paire A tilt, B tilt. Donc ça, c'est le premier théorème classique de ces personnes. Oui, alors, désolé, oui, je suis allé un peu rapidement. Donc, j'ai oublié de dire qu'on supposait que A tilt et B tilt ne génèrent pas Z. Donc, désolé, je vais... donc, supposons que c'est faux. Hein. Donc, si A tilt et B tilt, qui sont tous les deux non triviaux, ne génèrent pas Z, alors ce que ce théorème dit, c'est que forcément, ce groupe-là va être F2. Bon, ça c'est le premier théorème classique. Le second théorème classique, c'est un théorème de Kesten. Et Kesten, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essentiellement calculé la valeur propre du Laplacien, la première valeur propre du Laplacien pour le groupe libre à deux éléments, à k éléments. Et ça, c'est relié au Laplacien parce que, par exemple, en géométrie riemannienne, si on considère la norme au carré du gradient, bah, par intégration par partie, on a le Laplacien, et c'est pareil dans le cas discret. Donc, tout ça pour dire que Kesten, donc, il calcule la première valeur propre du Laplacien pour F2, ce qui implique, un graphe de Cayley de F2, ce qui implique que donc il existe une constante que je vais appeler kappa, qui est une constante en fait universelle telle que donc si j'appelle ces éléments hop. Hop, et donc ça, tel que ça, bah, c'est strictement supérieur à K, kappa. Donc ça, c'est une implication du théorème de Kesten. Le théorème de Kesten dit que, voilà, comme la première valeur propre du graphe de Cayley de F2 standard est calculable et strictement positive, ça implique directement ça. Ça, c'est ce qui se passe. Du coup, on met tout ça ensemble et on obtient une contradiction. Parce que si delta est trop petit, cette somme est toute petite. Et le M ici est uniforme en gamma. Donc je vais essayer de terminer là-dessus. Par exemple, ça conclut, puisque si on a ça, alors on a x plus petit que, si je ne me trompe pas, ça, quoi. Puisque A tilt agit par isométrie. Donc ici, on l'écrit comme une somme télescopique. On utilise ça et l'inégalité triangulaire, et on obtient ça. Du coup, cette constante, elle est uniforme en gamma, elle ne dépend que de gamma. Donc ce delta, s'il est choisi suffisamment petit, ça contredirait, cette hypothèse contredirait le théorème de Kesten. Voilà.
donc, ce groupe-là, effectivement, est égal à Z. Et en poussant un peu plus loin cet argument, on prouve en entier ce lemme. Pour revenir au rapport avec le problème de plateau, donc une fois, imaginons qu'on ait prouvé ce lemme, bah, n'importe quel cycle qui représenterait H, donc on prend ce cycle, ce courant intégral, il ne pourrait pas être complètement supporté, contenu dans une composante connexe de la partie delta fine, si delta était choisie suffisamment petite. Puisque la partie delta fine, encore une fois, est topologiquement trop simple pour contenir un cycle qui représenterait H. Donc je vais écrire ça. Du coup, ce que ce lemme implique, c'est que si gamma est comme avant, si delta est très très petit, dépendant que du groupe, alors, quelle que soit la classe d'homologie non triviale, quel que soit un courant ou une sous-variété qui représenterait H, le support de C restreint à la partie delta large, cette fois, ça c'est un truc qui peut jamais être vide. Et une fois qu'on a ça, on utilise, comme j'ai dit, le théorème d'amélioration de la convergence et on obtient un C infini qui est non vide, non zéro. Donc ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est que le théorème d'amélioration, il a servi tout à l'heure pour le théorème de rigidité, mais ici, ça resserre si on veut montrer que quelque chose existe à la fin. Voilà. Et je vais terminer donc, ce cours avec une courte section sur quelques questions générales. Certaines sont très explicites, d'autres moins, pour vous donner une idée de direction possible liée à ce sujet. Alors, ah oui. Donc, première question qui est très explicite, c'est on a vu que le plan hyperbolique se plongeait toujours dans la sphère séparable de Hilbert de dimension infinie en tant que sous-variété minimale. Donc, il existe, on l'a vu, tel que, hop, donc c'est une isométrie si on choisit bien le facteur là. Donc ça veut dire j'ai hip et une variété minimale, sous-variété minimale de cette sphère. Et la question maintenant, c'est est-ce qu'on a une unicité? Est-ce qu'il existe un unique tel plongement à isométrie près de l'espace ambiant? Donc ça m'a l'air très explicite, mais en y réfléchissant comme ça n'a pas l'air trivial.
A-t-on l'unicité donc de ce plongement à isométrie près? Voilà, ça c'est une question qu'on peut se poser parce que donc dans le théorème là où je dis que les métriques intrinsèques sur le support de C infini, c'est donné par la métrique hyperbolique. Encore une fois, c'est un truc intrinsèque, mais ça serait bien d'avoir aussi l'unicité de la métrique extrinsèque, et ça découlerait essentiellement de ce type d'unicité générale. Et on peut se poser la même question pour les autres variétés localement symétriques. Voilà. Une autre chose, c'est que, bon, on a vu que ce qui nous intéressait au final, c'était on partait de l'ensemble de ces paires et on arrivait dans un ensemble de solutions de plateau. Bon. Pardon. Solution de plateau de H. Et bon, si, par exemple, les invariants géométriques dont j'ai parlé, ça donne une fonction réelle sur H, et donc ça donne une information unidimensionnelle. Cette fonction-là va donner une information plus multidimensionnelle, et le but du jeu, ça pourrait être de comprendre à quel point des informations de ce côté donnent des informations sur le côté du groupe. Parce que pour l'instant, la plupart des choses que j'ai présentées, toutes les choses que j'ai présentées, c'était seulement dans cette direction. Donc on a des informations sur le groupe, et on en déduit quelque chose sur la solution de plateau. Mais à terme, ça serait excellent si on pouvait dire quelque chose dans le sens inverse. Une première question, et donc on en parlait avec Stéphane et Gilles, c'est si oui ou non le volume sphérique d'une somme connexe, c'est égal à la somme des volumes sphériques. Donc pour commencer, ça c'est l'étape 0.1. Pour commencer, si on se donne deux variétés compactes orientées avec comme dimension n au moins 3, a-t-on que le volume sphérique de la somme connexe est égal à la somme? Survol. Et une fois qu'on a ça, supposons que ça soit vrai, on pourrait se demander est-ce que oui ou non les solutions de plateau pour ce type de variété se décomposent toujours en une somme de deux solutions de plateau, comme ça. Cette linéarité est vraie pour, par exemple, le volume simplicial. D'autres questions? Bon, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, les invariants géométriques numériques donnent une information unidimensionnelle donc sur cet espace qui, a priori, n'est pas très structuré. Et on aimerait en savoir plus. Typiquement, par exemple, en dimension 3, ce problème correspondrait à, on a l'ensemble des variétés de dimension 3, on a cette fonction qui donne le volume hyperbolique. Et donc, bien sûr, on s'intéresse au spectre, c'est-à-dire à l'ensemble des volumes hyperboliques possibles, mais on s'intéresse également au comportement des variétés hyperboliques. Par exemple, Thurston, ce qu'il a montré, c'était qu'il existait des suites de variétés hyperboliques compactes de dimension 3 qui convergeaient vers une variété hyperbolique à cusp. Et ça, c'est des phénomènes qui ne se passent pas pour les variétés localement symétriques en dimension supérieure, mais par contre, on peut montrer que pour les solutions de plateau, il y a toujours en toute dimension ce genre de phénomène d'accumulation. Donc on peut construire une suite de solutions de plateau qui convergent en un certain sens vers une variété hyperbolique à cusp.
Mais il y a plein de questions sur donc, la géométrie de cet ensemble aussi, donc l'ensemble des solutions de plateau, qui restent ouvertes. Par exemple, existe-t-il un ensemble de solutions de plateau qui convergent vers 0 et qui serait non nul? Ça, je ne sais pas du tout. Et finalement, et ça c'est un peu autre chose, c'est que est-ce qu'on a que la limite dCi, quand on prend une suite minimiante, c'est égal à la masse de C infini? Est-ce qu'on a continuité du volume par rapport à cette convergence faible que j'utilise pour définir en fait C infini? Et une question extrêmement vague que je voulais mentionner aussi, c'était que, bon, dans cette formulation du problème de plateau, on s'intéresse à la représentation régulière parce que tout marche bien et ça permet d'avoir vraiment des exemples très concrets de solutions de plateau, de faire des calculs, d'utiliser Kesten, d'utiliser des propriétés du groupe hyperbolique, mais en fait, si on se donne n'importe quelle représentation du groupe, on pourrait définir une sorte de problème de plateau qui correspondrait à cette représentation du groupe. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les autres représentations de gamma? Donc, autre problème de plateau. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire là-dessus? Je m'intéresserais plus, par exemple, on regarde l'ensemble des représentations ici, en un certain sens, on regarde l'ensemble des problèmes de plateau ou des volumes sphériques correspondants. Est-ce qu'il y a une relation qui est intéressante entre ces deux? Ou est-ce que vraiment le seul choix intéressant, c'est la représentation régulière? Voilà, donc je vais terminer ce cours là-dessus et merci beaucoup pour votre attention.